Donc, bonjour à tout le monde. Merci d'être présent. On va laisser tranquillement les participants rentrer dans la salle. Je vois qu'ils commencent à rentrer en grand nombre. Donc, merci à tous d'être présents en ce beau vendredi midi pour ce webinaire qui va être fort intéressant. Donc, aujourd'hui, le webinaire, ça va être sur optimiser la téléconsultation en GMFU, comment s'y prendre. Donc, je vais vous présenter nos intervenants. Présentatrices. Donc, on a 3 présentatrices. On a Mylène Arsenault, qui est professeure adjointe à l'Université McGill au département de médecine familiale. Elle détient un doctorat en médecine de l'Université McGill où elle a complété sa résidence en médecine familiale. Elle fait partie de l'équipe soignante au cabinet de médecine familiale HERZL. Ensuite, nous avons aussi Marie-Thérèse Lucier, qui est professeure titulaire au département de médecine de famille et de médecine d'urgence de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal, directrice du réseau de recherche en soins primaires de l'Université de Montréal et membre de l'équipe de recherche en soins et services de proximité du CIS Laval, où elle est responsable de l'axe de communication. Et finalement, nous avons Aude Motolski, qui est professeure adjointe à l'École de santé publique au département de gestion, d'évaluation et de politique de santé. Elle est co-directrice du Lab de transformation numérique en santé. Donc, je vous rappelle, si vous voulez poser des questions, à la fin du webinaire, vous pouvez lever la main. On va ouvrir votre micro pour que vous puissiez poser votre question pendant la période de questions. Ou vous pouvez le faire par écrit tout au long du webinaire ou à la fin aussi, dans la section questions de votre panneau de configuration. Puis, je vais me faire un plaisir de poser vos questions à nos présentatrices. Donc, sur ça, je vais laisser la parole à nos 3 présentatrices pour présenter ce webinaire. Merci beaucoup, Pamela. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on t'entend bien. Excellent, la présentation est en place, donc allons-y. Bonjour à tous, je m'appelle Aude Motulski. Comme il vient d'être mentionné, je suis professeure à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Merci à tous d'être présents pour cette présentation avec mes collègues Dr. Lucier et Dr. Arsenault. Il me fait grand plaisir de vous présenter assez brièvement le projet le volet transfert de connaissances du projet PAN Réseau 1 sur la téléconsultation qui a été réalisé cette année avec l'équipe projet dont vous voyez les noms à l'écran, coordonnés par Marie-Pierre Moreau, Marie Autier et Marie-Ève Lavoie. Donc, les objectifs de notre présentation aujourd'hui sont, encore une fois, brièvement, prochaine diapo, de décrire l'écosystème des soins virtuels ainsi que les principaux outils existants pour soutenir la téléconsultation en GMFU. On va aussi discuter des étapes clés pour la mise en œuvre d'un service de consultation à distance à partir d'un exemple dans une clinique. Et l'objectif ultime est évidemment d'outiller le personnel, les cliniciens et aussi les patients pour limiter les défis et les risques potentiels liés à la téléconsultation en GMFU. Donc, le contexte, du jour au lendemain, vous le savez comme nous, la téléconsultation est devenue la norme dans le contexte de faciliter la distanciation physique avec la COVID. Donc, dès avril 2020, ce projet mobilisateur a été financé par le Réseau 1 à travers les 4 rappels de Réseau 1, avec comme objectif général de documenter la transformation rapide qui était en train de se produire dans les GMFU et de mieux comprendre les expériences pour faciliter le transfert de connaissances entre les milieux. Donc, d'abord, à l'été 2020, un sondage a été réalisé par l'équipe dirigée par Mylène Breton. Un webinaire a déjà été présenté, il me semble, sur ce volet en particulier. Puis, des entretiens ont été menés à l'automne par l'équipe dirigée par Jenny Hegarty et Peter August à McGill. Et finalement, aujourd'hui, on vous présente le scan environnemental qui a été réalisé par notre équipe à l'hiver 2020-2021 pour identifier les outils utilisés dans les différents milieux pour soutenir la téléconsultation en soins primaires, donc autant ceux qui existent que ceux qui ont été adaptés. Et on a voulu savoir quels outils, quels guides étaient utilisés dans les milieux, identifier les besoins non répondus pour éventuellement contribuer à partager les meilleures pratiques. Donc, c'est le fruit de ce travail que je vous partage, que nous vous partageons aujourd'hui bien brièvement.
Alors, voici toute l'équipe de ce grand projet Pan-Réseau que vous voyez regroupé par rappel. Et je tiens à souligner la contribution remarquable des facilitateurs à la recherche. Donc, vous voyez les noms en gras à l'écran dans chacun des rappels. Alors, les facilitateurs ont fait un travail exceptionnel en contexte de pandémie, de pénurie de ressources, de milieux vraiment surchargés, où il a été pris contact avec chacun des GMFU par les facilitateurs pour récolter les outils et ensuite colliger toute cette information. Donc, nous les remercions chaudement pour leur contribution. Prochaine diapo. Donc, on a fait pour le scan une démarche en 2 temps que j'appelle top-down et bottom-up. Donc, on est parti de chacun des milieux. Donc, vous voyez tous les GMFU de chacun des rappels qui ont été contactés, soit par téléphone, soit par courriel, parfois avec un sondage qui a été monté par les facilitateurs pour recueillir l'information sur les outils et partager les outils là, si les milieux étaient d'accord avec nous. On a réussi à obtenir l'information de 76% des GMF. Donc, encore une fois, je remercie tout le monde qui a mis la main à la pâte et surtout les facilitateurs. Prochaine diapo. Et ensuite, on a procédé de manière systématique en explorant l'ensemble de l'écosystème pour identifier les outils. Donc, d'abord, on a exploré évidemment le site Internet du Réseau québécois de la télésanté, dont je vous parle dans un instant. On a exploré manuellement les sites de chacun des établissements et les sites des facultés de médecine pour identifier des outils pertinents. Et ensuite, par acteurs clés au Québec impliqués dans l'organisation et la gouvernance de la pratique médicale, on a exploré systématiquement. Vous voyez ici des exemples d'acteurs clés qui ont été explorés. Évidemment, le Collège des médecins et l'INES notamment. Prochaine diapo, merci. Donc, petite parenthèse ici, je voulais vous présenter la nouvelle gouvernance de la télésanté au Québec qui a évolué assez rapidement dans les dernières années. Donc, vous voyez ici globalement comment le tout est organisé avec un centre d'expertise en télésanté de niveau provincial et 4 centres de coordination de la télésanté, donc vous voyez au centre de l'écran, qui sont aussi appelés les CCT, qui sont alignés plus ou moins sur les territoires des RUIS et supportés par les 4 CHU. Donc, évidemment, on a exploré du côté des CCT les outils qui avaient été développés. Et je tiens à mentionner aussi que dans chaque établissement maintenant, il devrait avoir un comité tactique local de télésanté, incluant des personnes ressources que sont les pilotes télésanté qu'on vous invite à identifier et à contacter si vous avez des besoins spécifiques en lien avec la mise en œuvre de la téléconsultation dans votre milieu. Prochaine diapo. On a aussi exploré au niveau canadien, donc de manière systématique, encore une fois, les acteurs clés. Vous voyez quelques exemples ici. Donc, HSO a une norme de la télésanté qui a été colligée. Évidemment, le Virtual Care Playbook fait par l'Association médicale canadienne. Et donc, l'ensemble de ces organisations ont été explorées pour identifier les outils et les regrouper. Prochaine diapo. Donc, brièvement, on a identifié plus de 200 outils à travers le Canada qui ont été mis en ligne. Dans les GMF, on a répertorié une 50aine d'outils environ qui, par la suite, ont été classés par catégorie selon le type et selon l'organisme qui l'avait produit. Et aussi, on a noté si les outils avaient été adaptés localement. Certains milieux ont adapté ou créé même des outils localement ou si c'était la version intégrale qui avait été utilisée. Donc, en gros, la grande majorité des outils partagés par les milieux étaient en lien avec la COVID, vraiment pour savoir est-ce que je vois le patient en personne ou je le réfère aux cliniques désignées. Et principalement, on peut passer à la diapo suivante, merci. Principalement, le guide du ministère de la Santé et des Services sociaux là, en soutien à la mise en œuvre de la téléconsultation. Et bien sûr, évidemment, les fiches du Collège des médecins là, ont été les outils les plus utilisés par les milieux. Et quelques rares... ah oui, non, diapo suivante. Ces outils sont tous regroupés là, sur le site du Réseau québécois de la télésanté, dont vous avez le lien à l'écran, télésantéquebec.ca, incluant le guide du ministère, les fiches du collège et tous les autres outils pertinents qui sont disponibles au Québec. Et donc, dernier constat avant de passer la parole à ma collègue, quelques milieux, ils sont plutôt rares, ont adapté ou créé des outils localement.
Donc aujourd'hui, on vous présente une de ces cliniques qui a développé plusieurs outils dans le cadre d'un projet d'amélioration continue de la qualité. Alors, je cède la parole à Dr Arsenault qui va vous présenter leur démarche à la clinique Herzl et les étapes clés qui ont permis la mise en œuvre dans leur milieu. Merci beaucoup, Aude. Oui, je suis Mylène Arsenault, je suis un médecin de famille à la clinique Herzl à l'hôpital général juif de Montréal. Je vais donc poursuivre la présentation et vous présenter comment notre clinique s'est rapidement adaptée afin d'inclure la télémédecine comme modalité de soins au tout début de la pandémie. Juste pour vous dresser un portrait de notre clinique, comme j'ai mentionné, elle est située dans le quartier Côte-des-Neiges à l'hôpital général juif de Montréal. On effectue environ 140 000 visites par année. On a près de 34 000 patients inscrits auprès de nos médecins à notre clinique. En parallèle à nos patients inscrits, on fait aussi du sans rendez-vous où on offre des plages de sans rendez-vous populationnel 7 jours sur 7. Avec tout ça, on arrive à un taux d'assiduité pour notre suivi de nos patients en haut de 80 %. Puis, on est aussi un site de formation où on a environ 50 résidents en formation dans le programme de médecine de famille qui dure 2 ans. Nous recevons aussi des étudiants de la faculté de médecine et aussi des infirmières praticiennes qui sont en formation. Donc, je vous ramène au tout début de la pandémie, lorsque l'OMS a déclaré la pandémie à la COVID-19 le 11 mars 2020. On se souvient que le gouvernement du Québec a rapidement suivi le pas et a déclaré l'état d'urgence le 13 mars 2020. Alors, ce que ça a voulu dire, c'est qu'on a dû s'asseoir à notre clinique et réfléchir comment on allait convertir notre offre de service qui était 100% en présentiel vers une offre de service qui allait être virtuelle afin de limiter les risques de transmission de ce fameux virus COVID-19. Ça a été un défi parce que la santé virtuelle n'était pas vraiment un concept qui était familier là, pour aucun de nos travailleurs de la santé dans notre clinique parce que c'est pas un élément qui avait jamais fait partie du curriculum d'enseignement dans le passé. On a donc considéré toutes les étapes nécessaires et qui font partie de la trajectoire des soins qui inclut la visite médicale à notre clinique. Donc, la première prise de contact du patient se fait auprès de nos coordinatrices pour leur prise de rendez-vous. Ensuite, on a la visite médicale avec le professionnel. Ce qui suit, c'est la documentation de cette visite-là. Et finalement, toujours s'assurer de la continuité des soins puis d'avoir un corridor de service qui allait être établi au cas où que nos patients qui maintenant allaient avoir une visite en virtuel allaient pouvoir être vus en personne au besoin. Donc, on a toujours demeuré ouvert, on a toujours eu les services en présentiel de faire dès le début. Par rapport à la documentation, ça n'a pas été un gros problème parce que nous avions déjà implémenté le dossier médical électronique depuis 5 ans. Donc, ça roulait déjà très, très bien à ce niveau-là. Donc, pas trop d'inquiétude que tous nos professionnels allaient pouvoir documenter leur visite virtuelle à distance. Ce qui a été plus le grand défi là, au début, ça a été de former et d'outiller rapidement tous nos professionnels à prodiguer des soins en virtuel sécuritairement. Parce que je vous rappelle que ce changement-là a vraiment eu lieu là, en une période de 48 heures. Là, ça s'est vraiment déroulé au cours de la fin de semaine du 13 mars. Alors, on a aussi regardé de plus près nos flux de travail, incluant nos coordinatrices, afin de regarder plus près la prise de rendez-vous qui allait maintenant inclure l'offre de services de santé virtuelle. Donc, au cours de ma partie de la présentation, on va s'attarder surtout aux 2 premières étapes de ce parcours de soins. Alors, regardons d'abord la prise de rendez-vous. Alors, ce qu'on a décidé de faire, nous, on a privilégié une approche d'amélioration de la qualité afin de vraiment évaluer nos processus et dans le but de les améliorer. Donc, mon collègue et moi, Dr Todd et moi-même, avons élaboré un projet d'amélioration de la qualité qui visait à améliorer le processus de prise de rendez-vous dans notre sans rendez-vous. On a eu la collaboration de 3 résidents de première année pour nous aider à réaliser ce projet. Alors, on a regardé de plus près la situation dans notre sans rendez-vous, puisque nous savions que l'efficacité de la téléconsultation pouvait être plus difficile ou moins efficace dans un contexte de soins aigus avec des patients qui étaient souvent pas connus de la clinique.
On savait aussi qu'en regardant la littérature, ça avait été démontré que la télémédecine était beaucoup plus efficace lorsque les patients étaient connus du clinicien. Alors, on s'est donc attardé à notre 100 rendez-vous. En analysant nos dossiers là, de toutes nos visites de 100 rendez-vous au début de la pandémie, on s'est aperçu que dans à peu près 34% des consultations, la télémédecine était efficace et nécessitait pas nécessairement un suivi en personne. Toutefois, on a vu que peut-être 65% du temps, ces visites de télémédecine avaient besoin d'une visite en présentiel. On a statué un délai de 72 heures pour décider si la télémédecine avait été suffisante ou pas. Ça a été le temps de délai qu'on a attribué à cette satisfaction là, de télémédecine ou non. Donc, dans un souci d'améliorer notre efficacité, mais aussi d'améliorer l'accès à nos soins pour nos patients, on a ensuite fait une revue de dossier un peu plus poussée afin de regarder les raisons pour lesquelles les patients avaient consulté et quels symptômes avaient été plus propices aux soins virtuels et ceux qui étaient qui nécessitaient des visites en présentiel. Ça a été intéressant parce qu'on a noté que notre revue de dossier était alignée un petit peu comme la littérature, puisqu'on a vu que les raisons quand les patients consultaient qui étaient pour santé mentale ou pour raison d'infection urinaire, généralement n'avaient pas eu besoin d'une visite en présentiel suite à leur visite de télémédecine. Donc, à la lumière de nos observations, on a décidé de créer un algorithme décisionnel qui est un peu comme un questionnaire pour outiller nos coordinatrices du 100 rendez-vous afin de les aider à déterminer si le patient serait mieux servi en présentiel ou en virtuel. Par rapport au processus de notre 100 rendez-vous, je veux juste vous informer que toutes nos coordinatrices au 100 rendez-vous contactent tous les patients qui ont pris un rendez-vous chez nous afin de confirmer tous leurs identifiants, de confirmer toutes les informations démographiques. Mais dans le contexte de l'intégration de la téléconsultation, nos coordinatrices ont aussi un rôle important à confirmer l'accès et la maîtrise de la technologie de nos patients. Notre DME, notre dossier médical électronique, inclut un portail patient qui offre la possibilité de communiquer de façon sécuritaire avec nos patients de façon électronique, là, suivant la visite médicale, par exemple. Donc, nos coordinatrices confirment avec tous nos patients l'activation de ce portail patient. Et on a aussi sensibilisé les coordinatrices au début de la pandémie aux barrières possibles à la téléconsultation, telles que les barrières linguistiques ou les difficultés auditives. Et cette conversation-là est une opportunité pour les coordinatrices d'identifier des barrières possibles à la téléconsultation. Donc, une fois ces étapes faites, nos coordinatrices ont utilisé notre questionnaire pour questionner sur la raison de la visite du patient. Donc, en utilisant cet algorithme, la coordinatrice était mieux outillée pour valider quel professionnel, mais aussi quel type de service correspondait le mieux aux besoins du patient selon sa plainte médicale. Donc, juste pour vous donner une petite idée du questionnaire, si le patient présentait le besoin d'un suivi d'une condition chronique, un besoin d'un résultat de test, un suivi pour une raison de santé mentale, un renouvellement d'ordonnances, sauf les ordonnances d'opioïdes, stimulants, benzodiazépines ou cannabis, le patient pouvait se retrouver dans la lignée de la visite virtuelle à la fin du questionnaire. Si par contre, le patient présentait un nouveau problème, qui n'avait pas jamais consulté un médecin de notre clinique auparavant, il allait se diriger plus vers le côté présentiel de notre algorithme, à moins que ce soit une plainte de symptômes d'infection virale et respiratoire ou de symptômes d'infection urinaire, ou dans ce cas-là, on pouvait toujours leur offrir la plage virtuelle. Alors, juste pour vous informer un petit peu du fonctionnement de notre clinique, on reçoit des patients de la population qui ont pris des rendez-vous sur le RVSQ. On reçoit aussi des patients en provenance de l'urgence. Alors, les patients qui se sont consultés à l'urgence, qui ont été catégorisés P4 ou P5, qui n'ont pas nécessairement besoin d'une visite à l'urgence, sont redirigés à notre clinique de 100 rendez-vous. On a un corridor de service avec l'urgence de l'hôpital général juif. Donc, tous ces patients-là
on leur voit leur rendez-vous confirmé par un coordonnateur de notre sans rendez-vous et c'est auprès de ce coordonnateur seulement qu'on a implémenté l'algorithme. Au moment de la pandémie, on avait à peu près 40% des rendez-vous de notre sans rendez-vous qui était notre corridor de service pour les rendez-vous en présentiel. Les patients provenaient de la clinique Herzl. Ces rendez-vous-là étaient pris par les coordonnateurs de la clinique Herzl. Ici, on n'avait pas implémenté auprès de tous ces coordonnateurs de la clinique l'algorithme. On avait vraiment ciblé un coordonnateur et on avait comme un rapport très près avec lui pour s'assurer du bon fonctionnement de l'algorithme. Donc, comme vous pouvez voir sur ce diagramme, tous les rendez-vous incluent les rendez-vous pris par les coordinateurs de la clinique Herzl où il n'y avait pas utilisé l'algorithme et le coordonnateur de la clinique sans rendez-vous que lui avait utilisé l'algorithme. Donc, environ 60% des rendez-vous dans ce diagramme a eu l'utilisation de l'algorithme. Comme on peut voir ici, c'est après l'utilisation de l'algorithme, environ 20% des rendez-vous en télémédecine ont été satisfaisants. 35% environ des rendez-vous ont été dirigés directement en présentiel. Puis, il nous restait quand même encore un 45% ici où il y a eu une visite en télémédecine qui s'est suivie d'une visite en présentiel. Encore là, l'algorithme a seulement été utilisé environ dans 60% de ces rendez-vous qui ont été pris par la secrétaire. Donc, c'était quand même encourageant. Parlons maintenant de la visite médicale. Alors, on se souvient bien que cette pandémie a obligé les cliniciens à s'adapter rapidement à un nouveau mode de pratique sans beaucoup de formation au préalable. Mais heureusement, il y avait déjà beaucoup de guides de pratique qui existaient, qui avaient été produits entre autres par l'Association médicale canadienne, par le Collège des médecins du Québec, mais aussi par la CPM. Donc, afin de minimiser les risques et les conséquences qui pourraient être indésirables, là, qui auraient pu résulter de cette nouvelle pratique médicale, la première chose qu'on a fait au cours de cette fameuse fin de semaine là, du 13 mars, c'est de revoir tous les documents des ordres professionnels qui existaient déjà et on a produit un outil de support pour la téléconsultation pour notre clinique. Mais notre outil a rapidement été diffusé. Seulement 2 semaines plus tard, il avait été publié dans la revue du médecin de famille du Canada, mais aussi à la FMOQ qui a repris l'outil et qui l'avait partagé auprès de ses membres. Puisque nous sommes aussi un site d'enseignement, on a aussi décidé de produire un module de formation beaucoup plus complet que notre outil. On voulait s'assurer d'enseigner les éléments clés, les concepts importants, les plateformes qui avaient été approuvées pour avoir les consultations virtuelles avec les patients. On voulait aussi parler de la supervision des apprenants en position de visite virtuelle, ce qui pouvait causer des risques additionnels. Alors, notre module était sur notre plateforme MyCourse qu'on a à McGill pour nos apprenants. Et juste quelques mois plus tard, on avait déjà 183 étudiants en médecine de la faculté qui avaient visionné le module, 216 résidents. Mais notre module, on l'avait aussi mis en accès libre sur un site web. Puis après avoir consulté les données de ce site-là, on s'est aperçu qu'il y avait eu 1766 consultations qui avaient eu lieu à l'international. Donc, partout en Amérique, en Europe, en Afrique et en Asie, on avait eu des visionnements de notre module. Alors ça, c'est je trouve que c'est un élément vraiment intéressant de voir qu'en période de changement rapide, comme la pandémie nous a posé, l'utilisation de plateformes en ligne ou d'outils numériques innovants peut vraiment faciliter la diffusion rapide d'informations et le transfert de connaissances pour le bénéfice de tous. Mais malgré la transition rapide, c'est vraiment fondamental que ce moyen de téléconsultation, là, de dispenser des soins aux patients, on doit toujours s'assurer que les normes habituelles de soins qui régissent l'exercice de la médecine sont maintenues. Notre priorité, c'est toujours le meilleur intérêt du patient. Sorry. Came in the office. C'est ça, notre priorité demeure toujours l'intérêt du patient, puis nous devons toujours nous assurer là, de maintenir les normes de soins qui demeurent les mêmes. Donc, on va juste revoir quelques points importants là, que notre module, justement, mentionne.
Alors, la première chose qui est vraiment importante, c'est la qualité de la relation professionnelle qu'on établit avec nos patients. C'est vraiment important de prendre le temps de construire une bonne relation avec nos patients parce qu'il faut toujours se rappeler que c'est cette relation humaine qui est aussi importante que n'importe quel traitement ou n'importe quel médicament qu'on va fournir à nos patients. Ensuite, lorsqu'on est en téléconsultation, c'est vraiment important de bien confirmer l'identité de nos patients, comme on fait d'habitude avec 2 identifiants. Mais c'est aussi important de vérifier s'il y a quelqu'un d'autre qui est à l'autre bout du fil qui écoute peut-être cette conversation-là. À chaque fois que je fais une consultation, je vois bien le visage de mon patient, mais je ne vois pas tout le monde ou toute la pièce dans laquelle il est situé. Donc, toujours vérifier s'il y a quelqu'un d'autre de présent auprès de nos patients. Puis, c'est important de documenter aussi cette information au dossier du patient. Ensuite, le consentement. On est habitué de consentir les patients aux soins en général, en présentiel, mais c'est toujours important d'avoir une discussion. Un consentement signé, c'est pas suffisant. C'est vraiment important qu'il y ait une discussion qui doit avoir lieu avec le patient sur les problèmes potentiels et les limites possibles de la télémédecine. Ensuite, la confidentialité. Pour tous ceux qui sont des cliniciens puis qui ont pratiqué la téléconsultation là, à ce jour, je suis certaine que tout comme moi, vous avez vécu l'expérience d'avoir appelé un patient pour une visite de téléconsultation, puis ils sont en train de faire leurs petites emplettes à l'épicerie. Alors, c'est vraiment important là, de s'assurer que le patient se trouve toujours dans un endroit privé, car la confidentialité est essentielle. Mais c'est aussi important de documenter la localisation de nos patients pour des raisons d'urgence. On pourrait avoir un patient suicidaire, on aurait peut-être besoin d'envoyer les ambulanciers là où ils sont en ce moment. Donc, c'est important de bien connaître la localisation de nos patients. Mais c'est aussi important de connaître cette information-là pour des raisons médico-légales. C'est important de s'assurer que nos patients sont situés sur un territoire où on détient une licence pour pratiquer la médecine. Il ne faut jamais oublier que les soins raisonnables sont contextuels. Donc, c'est toujours important de prendre le temps d'expliquer aux patients le contexte dans lequel on est. Au début de la pandémie, il n'y avait pas beaucoup de masques, de procédures, de protection. Alors, c'est important de documenter le contexte, d'avoir la discussion avec le patient parce qu'avec le temps, la mémoire peut s'effacer. Puis, des fois, quelques années plus tard, il peut y avoir des problématiques. Ensuite, la continuité des soins est essentielle. C'est important de vraiment miser sur les bonnes habiletés de communication lors de la téléconsultation et de donner des instructions claires à la fin des visites. On peut résumer peut-être les recommandations, mais aussi s'assurer que le patient a bien compris, puis le faire résumer aussi pour s'assurer qu'il a bien compris la même chose que nous. On faut s'assurer aussi que la visite virtuelle remplace jamais celle dans le présentiel. Fait que si jamais le patient a besoin de venir, mettons quelques jours après sa visite en virtuel, il y a une petite décompensation de ses symptômes. C'est important de l'aviser les raisons pour lesquelles il doit reconsulter et quel est le corridor de service qui va pouvoir lui offrir une visite en présentiel. Finalement, la documentation est toujours essentielle. Comme toute visite en présentiel, en virtuel, on doit documenter comme on le fait toujours. Alors ça, c'est le plan d'une visite. Comme vous pouvez voir, ça a l'air vraiment d'une visite typique qui ressemble à la visite en présentiel, mis à part le fait des petites différences qu'on vient de discuter, l'importance de vraiment bien confirmer l'identité, le consentement, mais sinon, c'est pas mal semblable à une visite régulière. Ce qui diffère, c'est la première étape où on doit s'assurer toujours de valider que la raison pour laquelle le patient consulte permet cette visite virtuelle. Alors, regardons un petit peu ensemble ce qui est généralement approprié pour une visite en virtuel. Donc, les symptômes infectieux mineurs comme les petites toux, les rhumes, les infections urinaires sans complications, même des infections cutanées mineures, des éruptions cutanées. Si on a la chance d'avoir une bonne vidéo, une bonne résolution sur une photo, ça pourrait être approprié de faire ça par téléconsultation. Les conseils en matière de contraception, de santé sexuelle ou de dépistage des ITSS peuvent être aussi très appropriés. Comme on a vu dans notre étude, la santé mentale peut bien se porter. Bien sûr, si le patient est en décompensation, c'est peut-être pas approprié. Mais en général, ça va bien.
Et le suivi des conditions de santé chroniques stables, comme l'hypertension, le diabète, par exemple, peut facilement se faire par téléconsultation. Ce qui est considéré moins approprié, évidemment, c'est toute condition qui nécessiterait un examen qui n'est pas réalisable de façon virtuelle. Si on est avec un patient puis qu'on note une situation à risque de se détériorer, c'est préférable de diriger le patient en présentiel. Les genres de conditions complexes comme les douleurs thoraciques, la dyspnée, les symptômes qui évoqueraient des symptômes d'insuffisance cardiaque, un patient avec un déficit neurologique focal ou une altération de l'état mental devrait être dirigé par une visite en présentiel. Les prescriptions de narcotiques, de benzodiazépines, de psychostimulants, les changements d'ordonnance pour les patients instables ou en rechute qui prennent de la méthadone ou du Suboxone, ou les ordonnances de cannabis ne peuvent être faites de façon virtuelle. Donc, comme la pandémie est en constante évolution, on peut se trouver à différents points de ce spectre en fonction des circonstances. Par exemple, s'il y avait une nouvelle vague avec un nouveau virus très, très virulent, ce serait possible que notre offre de services voit rediriger du côté des soins virtuels. Mais si les mesures continuent à être assouplies, on va continuer d'être plus près dans un point de présentiel sur ce spectre. Mis à part le contexte socio-sanitaire, il y a aussi d'autres facteurs qui peuvent influencer où on se trouve sur le spectre de soins. Ça pourrait être dû à notre propre santé et nos facteurs de risque, mais aussi ceux de nos patients. C'est important de tenir compte de la mobilité des patients, mais aussi de leur vulnérabilité clinique. Comme un patient qui est sévèrement immunosupprimé, on pourrait juger que c'est plus sécuritaire pour ce patient d'être vu de façon virtuelle. Il y a aussi le contexte de notre pratique. Si on a une pratique qui est vraiment axée sur les procédures, mais c'est certain que le virtuel va être moins applicable. Alors, c'est vraiment important, en résumé, de nous adapter à la situation et de faire preuve d'un bon jugement, parce que la façon qu'on va continuer de fournir des soins à nos patients va continuer d'évoluer, mais je pense que la téléconsultation est arrivée pour rester. Je vais donc passer la parole à ma collègue Marie-Thérèse qui va nous parler d'astuces pour limiter les risques en lien à la téléconsultation. Merci beaucoup, Mylène, et bonjour tout le monde. Je voudrais d'abord dire que ça a été un plaisir de collaborer avec Aude et Mylène sur le volet 3 du projet téléconsultation. Puis je remercie encore le Réseau 1 d'avoir initié ce projet-là. Alors, on vous a déjà présenté une bonne partie de la documentation et un exemple inspirant, l'exemple de nos collègues de Herzl, qui pour moi représente vraiment une illustration du système de santé apprenant. Alors, on a vu qu'ils avaient accès à leurs données, ils ont revisé leur dossier, ils ont regardé la littérature, ils ont évalué leurs résultats, ils ont mis en place des changements et ils ont réévalué l'impact des changements qu'ils avaient mis. Alors, c'était véritablement un exemple d'un système de santé apprenant dont on parle beaucoup. Ce qui me revient à moi aujourd'hui dans notre présentation, c'est de vous présenter de façon un petit peu plus spécifique les aspects communicationnels. Mylène a déjà fait référence à l'importance de la relation professionnelle et de la communication, mais je voudrais attirer votre attention sur quelques stratégies qui sont particulièrement utiles dans le contexte d'une consultation où on n'est pas en présence du patient, que ce soit au téléphone ou en vidéo. C'est intéressant parce que juste avant qu'on commence la présentation, Mylène a dit « je vais avoir illustré certaines difficultés de la vidéoconférence parce que j'ai deux ordinateurs et ma caméra est sur le deuxième ordinateur, alors je n'aurai pas l'impression de regarder mon auditoire en face et c'est ce qui peut arriver aussi dans nos consultations en vidéoconférence. Fait que ça, c'est un bon exemple. Le deuxième exemple dont on a été témoin, c'est qu'il y a eu une interruption pendant la présentation de Mylène, tout à fait imprévue et imprévisible, mais c'est des choses aspect plus précis de la communication pour nous aider à comprendre. Donc, l'ensemble des documents dont Aude nous a fait rapport, qu'on a consulté, en fait, il y en avait très, très peu qui descendaient au niveau des stratégies communicationnelles. Et mon travail à moi, ça a été d'aller regarder ce qui se faisait
au niveau de l'Académie, the Academy of Communication in Healthcare, qui est une organisation américaine qui produit beaucoup en termes de communication, et aussi la International Association for Communication in Healthcare. Vous allez trouver les références à ces sites-là qu'on a consultés pour cette partie-ci de la présentation à la fin de la présentation. Alors, prochaine diapo. Je ne la vois pas. Parfait. Donc, j'ai repris les tâches de la téléconsultation qui ont été mentionnées par Mylène il y a quelques instants. Mais je voudrais attirer votre attention à l'ensemble de la documentation qui était disponible, a parlé beaucoup de l'importance de se présenter, de s'assurer qui est notre interlocuteur, de confirmer son identité de plusieurs façons, d'obtenir un consentement à la téléconsultation après avoir expliqué les risques. Et puis, mais Ensuite, on arrive à procéder à l'anamnèse comme si l'anamnèse allait se faire comme si c'était en personne. Et examen physique limité, c'est une chose, et communiquer le plan de traitement et du suivi. On est tous pour ça, on a tous été formés à ça, mais qu'est-ce qu'il y a de particulier quand on n'est pas en présence du patient? Alors moi, je vais concentrer sur ces deux aspects-là, puis vous allez avoir vu au travers de vos différentes lectures la notion de la nette étiquette, qui est finalement un concept très général qui parle de la politesse, les marques de politesse qu'on doit respecter dans toutes nos communications virtuelles. Prochaine diapo. Parfait. Alors, tout entretien médical a deux fonctions. La première, c'est d'échanger de l'information. La seconde, c'est d'établir et de maintenir une relation chaleureuse et harmonieuse. Alors, dans l'échange d'informations, il y a comme deux éléments. Le premier élément, c'est de recueillir l'information pertinente de la part de la personne qui nous consulte. Et la deuxième, c'est notre rôle d'intervenant qui est d'expliquer notre diagnostic, notre investigation, les traitements et le suivi. Alors, c'est vraiment plus des tâches plus de nature cognitive. Puis ensuite, les tâches plus de nature affective, c'est vraiment la relation qu'on établit. Et la relation, on l'établit comment? Bien, par des expressions de soutien, l'utilisation de reflets et des expressions d'empathie. On a parlé plus tôt dans la présentation d'une approche centrée patient. Bien, ça, ce sont des éléments qui vont nous permettre d'avoir une approche centrée patient ou centrée sur la relation, même avec des outils comme le téléphone ou la vidéoconférence. Donc, nos deux fonctions. Prochaine diapo. J'ai un petit délai ici dans la... Est-ce que toi, tu as changé de diapo? Parce que moi, sur mon écran, ça n'a pas changé. Alors, petit problème. Voilà, c'est arrivé. Excellent. Alors, les particularités de la téléconsultation, je vous rappelle qu'au téléphone, on est en présence d'un médium qui nous enlève plusieurs indices non verbaux. On n'a pas accès à l'expression faciale, on n'a pas de contact visuel, on n'a pas la posture de la personne, on n'a pas sa gestuelle, qui souvent vont venir compléter l'information qui nous est donnée verbalement. Les conversations à trois sont extrêmement difficiles par téléphone. Pensez à nos personnes âgées qui viennent avec un proche aidant ou un accompagnateur, un enfant avec un adulte, ou encore pire, un interprète. Alors, une conversation téléphonique avec un interprète, ça présente énormément de défis. Finalement, le niveau d'attention qu'on est capable de maintenir est difficile. Puis c'est difficile pour le professionnel d'évaluer le niveau d'attention de la part de son interlocuteur, du patient qui consulte. En vidéo, la situation est un peu différente, mais la qualité de l'éclairage peut avoir un impact sur notre capacité à bien voir notre interlocuteur. Ça peut être gênant on n'en parle pas souvent, mais selon le milieu où on habite, pour le patient, ça peut être un peu gênant de révéler l'environnement dans lequel il vit et où il fait sa consultation. De là, peut-être l'intérêt aussi d'être dans un café ou ailleurs, même si au niveau de la confidentialité, c'est moins bon, mais peut-être que pour le patient, il n'a pas envie de nous présenter son intérieur. La position de la personne face à sa caméra et le contact visuel que vous pouvez établir avec elle. On a vu un petit exemple mignon avec Mylène un petit peu plus tôt.
Puis il y a tous les bruits de parasites, puis la qualité du son. Alors même si on a l'image, ça, c'est des interférences puis qui peuvent nuire à la communication. Prochaine diapo. Avec le petit délai que je ne comprends pas, mais ça va finir par arriver. Donc, quels sont les obstacles à prévoir? Bien, en fait, on en a parlé, l'absence d'indices non verbaux, en particulier en situation de barrière linguistique. Hein, ça peut vraiment diminuer l'efficacité des échanges. Et puis, ce que ça nous amène à vous suggérer, c'est vraiment d'utiliser la stratégie des résumés de façon beaucoup plus fréquente qu'on ne le fait normalement en présence. Donc, on a un besoin accru de faire des résumés puis d'encourager le patient à confirmer ce qu'il a compris, ce qui n'est pas naturel. Hein? Dans une conversation de tous les jours, quand on est en présence, c'est un peu ennuyeux de dire périodiquement, bon, qu'est-ce que vous avez compris, qu'est-ce que vous avez retenu, mais dans ces téléconsultations-là, ça devient extrêmement utile et important. Se rappeler aussi que dans ce contexte-là, souvent, il faut expliciter des choses qui sont habituellement reconnues comme implicites et qu'on n'a pas besoin d'expliciter. Alors, c'est pour ça qu'il faut faire des temps d'arrêt, puis que la conversation, la téléconsultation, ce n'est pas comme un appel de suivi auquel on était tous habitués. On appelait un patient pour lui donner un résultat de test ou on appelait un patient pour lui faire une prescription. Mais ce n'est pas la même chose que quand on a besoin de faire toute l'anamnèse et les recommandations. Prochaine diapo. Je pense qu'on va aller... voilà. Donc, stratégie communicationnelle à privilégier. Portez attention aux signaux paralinguistiques. Alors, si vous êtes au téléphone, vous avez quand même le silence, le débit auquel vous devez faire attention. Pas parler trop vite, parler plus lentement que ce que vous faites naturellement. Attention aux intonations parce que ça peut être révélateur d'inquiétude ou de préoccupation et des hésitations. Il faut vraiment être attentif à tous les signaux paralinguistiques. Il faut ralentir notre débit. On recommande d'utiliser des phrases plus courtes avec des termes simples. Mais ça, c'est la précaution universelle de toute façon, mais des phrases plus courtes, ça donne plus de rythme. De clarifier fréquemment les propos. Si l'énoncé du patient ne vous paraît pas clair, il faut absolument prendre le temps de dire « Pourriez-vous me dire ça d'une autre façon? Pourriez-vous expliquer ce que vous venez de me dire? » Proposer régulièrement les vérifications synthèse, puis vérifier, on va en parler, la compréhension de son interlocuteur. Extrêmement important, en particulier au téléphone. On continue. Donc, quelles sont les stratégies précises pour améliorer les explications qu'on va transmettre au patient, que ce soit au niveau de son diagnostic, son investigation, son traitement et son suivi? C'est ce qu'on appelle la signalisation. En anglais, on dit du signposting. Alors, par exemple, j'ai 3 choses à vous dire. 1, 2, 3. Ça aide à la rétention des patients. OK? Ça aide à la nôtre également. Puis l'autre expression, l'autre stratégie, c'est ce qu'on appelle le teach back. En anglais, on n'a pas trouvé de traduction qui est une belle traduction du mot teach back. Teach back, ça veut dire qu'on s'assure que nos explications ont une résonance chez le patient. Mais on en prend la responsabilité si le patient n'a pas compris. Alors, pour m'assurer que je vous ai bien expliqué, donc si vous n'avez pas compris, c'est peut-être moi, comme professionnel, qui ne vous a pas bien expliqué, plutôt que de dire « avez-vous compris ?» Alors, si vous dites « avez-vous compris », la plupart des gens vont dire « oui » parce qu'à la fin du processus, ça va être très gênant de dire « ben non, en fait, je n'ai pas encore compris, puis il faudrait tout recommencer ». Et les gens sont très sensibles à ça. Donc, pour m'assurer que je vous ai bien expliqué, pouvez-vous me dire dans vos mots ce que vous avez retenu? Et là, ça permet au patient effectivement de vous dire ce qu'il a retenu et vous, ça vous permet tout de suite de corriger ou de préciser pour que la consultation soit efficace. Donc, évidemment, le teach back, ça vous demande de le prévoir, de prévoir un peu plus de temps pour faire cette vérification-là. On continue. Et ça, c'est des recommandations que vous allez retrouver sur les 2 sites principaux dont on vous a parlé au tout début de la présentation. Au niveau de la gestion des émotions, puis de l'installation de la relation, alors bien sûr, être en personne, habituellement, c'est pas mal plus facile au niveau de la transmission de la chaleur puis de l'accueil, mais il y a deux ou trois choses importantes que vous pouvez faire en téléconsultation.
c'est d'être très sensible aux indications de préoccupation du patient. Si vous êtes en vidéoconférence, bien là, vous avez l'expression faciale de surprise, d'irritation ou d'inquiétude, la posture, la gestuelle. Ça, c'est des choses qui vont être visibles à l'écran. Si vous êtes au téléphone, bien, les usages d'amplificateurs, ça va vraiment pas bien. Ça va vraiment mal, docteur. C'est toujours pareil. Ça, c'est des amplificateurs et ça peut être un indice que la personne est particulièrement préoccupée par quelque chose. La répétition, surtout les répétitions hors contexte. Vous pensez d'avoir terminé de faire une explication, puis là, il y a une nouvelle question qui est la même à laquelle vous pensiez avoir répondu. Attention, ça veut dire d'arrêter, puis de prendre le temps de rembobiner, puis de réexpliquer. Puis les énoncés hors contexte, qu'on soit au téléphone, qu'on soit en vidéo, ça, c'est des grands indicateurs de préoccupation potentielle du patient. Alors, si on sent de la préoccupation par ces indices-là, on doit les nommer. Hein? Alors, nommer l'émotion perçue et la préciser. Alors, on peut toujours se tromper, mais on peut dire quelque chose comme, écoutez, je vous sens tendue aujourd'hui. Est-ce que je me trompe? Je vous sens préoccupée. Est-ce que je me trompe? Je vous sens plus nerveuse. Je me sens plus nerveux. Je vous sens inquiet. Est-ce que je me trompe? Alors, la personne peut réajuster. Alors, puis si la personne, vous avez une impression d'inquiétude, précisez. C'est important de préciser, en particulier en téléconsultation. Évidemment, l'utilisation des reflets puis des énoncés de normalisation comme dans toute entrevue en personne. Donc, là, on vient de voir les stratégies pour améliorer l'échange d'informations puis quelques petites stratégies pour gérer les émotions en contexte de téléconsultation. Donc, mes collègues m'ont demandé de terminer en conclusion de l'ensemble des 3 présentations de ce matin. Alors, prochaine diapo. On a un premier message clé. La téléconsultation et l'implantation de la téléconsultation, ça exige de la flexibilité de la part des équipes. On doit s'adapter aux besoins de la clinique et des patients. Puis une plateforme de téléconsultation flexible qui respecte les routines de travail en place. C'est pas qu'on veut pas les changer, mais il faut en quelque part s'intégrer à ce qui est déjà là. Le fait de s'intégrer aux routines en place va faciliter l'implantation et l'adoption des nouvelles façons de faire par les utilisateurs. Deuxième message clé, c'est le Quadruple Aim, l'implantation d'une plateforme de téléconsultation ou d'une approche qui intègre la téléconsultation aux services que l'on offre. Bien, ça vise quoi? Ça vise à maintenir toujours la qualité des soins, quel que soit le médium qui est utilisé. Ça reste et ça doit rester centré sur le patient et ses proches. On espère que ça va diminuer les coûts. On va essayer de diminuer la double consultation, donc en visant correctement le bon type de consultation d'emblée, c'est une façon de diminuer des coûts. Et en fait, notre expérience de clinicien, d'essayer au niveau de notre qualité de vie, que ce ne soit pas un fardeau pour les cliniciens, mais que ce soit vu comme quelque chose de facilitant pour l'expérience du clinicien. Donc, ça, c'est vraiment les 4 objectifs ou le Quadruple Aim. Et puis, finalement, bien, la communication. Je n'ai pas besoin de vous dire que tout le monde reconnaît que c'est une compétence essentielle à chacune des étapes, que ce soit dès le premier contact avec la clinique, que ce soit par la secrétaire, la coordonnatrice, par le médecin. Ça reste que c'est marquant et les compétences communicationnelles doivent être développées par l'ensemble des acteurs de la clinique. On a regardé certaines stratégies qui sont particulièrement utiles en contexte de téléconsultation. On les a divisées en de stratégies communicationnelles pour faciliter l'échange d'informations et les stratégies communicationnelles à mettre en place pour créer et maintenir une relation chaleureuse et harmonieuse. Puis finalement, le mot de la fin, c'est de se rappeler, malgré tout, qu'en première ligne en particulier, 80% des diagnostics sont faits sur la base de l'histoire seulement. Donc, on est toujours très inquiet de l'examen physique qu'on ne peut pas compléter, mais c'est rassurant de se dire quand même qu'on peut être dans le 1000, dans 80% des cas, juste avec une très bonne histoire médicale. Alors, sur ce, je pense qu'il nous reste à vous remercier, puis on va être très heureux d'échanger avec vous et puis de répondre à vos questions.
Donc, merci beaucoup pour votre présentation qui a été très pertinente. On parle souvent que la télésanté prend de plus en plus d'ampleur à cause de la pandémie. On voit très peu souvent des personnes qui vont nous donner des conseils sur comment implanter la télésanté dans notre clinique et tout ça. Fait que je pense que votre webinaire a été la bienvenue pour notre public. Fait que je vous rappelle que pour le public, si vous avez posé des questions, vous pouvez soit lever votre main ou écrire des questions dans la section questions de votre panneau de configuration. Donc, j'aurais une première question. Ça serait pour les cliniques qui se déroulent principalement dans des milieux un peu plus défavorisés, où est-ce qu'ils ont une clientèle soit plus gériatrique ou une clientèle avec un niveau de connaissance moindre en technologie. Ça serait quoi vos conseils? Est-ce qu'il y aurait des outils qui seraient plus faciles d'utiliser avec des clientèles avec moins grande connaissance en technologie? Ou bref, ce serait quoi vos conseils pour ces cliniques-là? Est-ce que je réponds des filles? Oui. Ben, je peux vous parler un petit peu, moi, de mon expérience. En fait, moi, j'ai été surprise pendant la pandémie à savoir que parfois mes personnes âgées étaient plus aptes à utiliser la téléconsultation que mes patients plus jeunes parce qu'ils étaient tous bien connectés avec leurs petits-enfants en mode virtuel parce qu'ils ne pouvaient pas les voir en présentiel. Fait que ça, c'est une chose qui m'avait vraiment surpris, là. Mais ce qu'on fait, mis à part ça, c'est que en général, on essaie de prendre des rendez-vous en virtuel avec nos personnes âgées, avec la présence d'un enfant souvent. Alors, leur fils ou quelque chose sont souvent avec mes patients présents sur place, puis vraiment, ils aident à faciliter là, la visite par téléconsultation quand c'est possible. L'autre avantage pour les personnes âgées, c'est que des fois, c'est un bénéfice. Beaucoup de mes personnes âgées préfèrent la consultation en virtuel parce qu'ils ont une mobilité réduite ou ils ont peur de se faire infecter par la COVID, par exemple, en venant me voir dans mon bureau. Alors, ils apprécient vraiment le mode virtuel. Puis en même temps, moi, ça me permet de voir leur environnement. Je pense que Marie-Thérèse a mentionné que des fois, certains patients peuvent être gênés de montrer leur environnement, mais des fois, pour une personne âgée, ça m'a permis de rentrer dans leur maison malgré que j'étais pas, tu sais, que c'était en virtuel, puis vraiment de voir leur environnement. Fait que ça l'ajoute vraiment beaucoup, je pense, à l'offre de soins. C'est sûr que, parfois ils doivent venir en personne aussi, là, mais. J'aimerais compléter. Je pense que l'important, c'est de ne pas présumer des préférences et des habiletés du patient. Le téléphone demeure une technologie simple à utiliser. Certains auront les habiletés technologiques, mais vont préférer être vus en personne. Et parfois, les défis ne se trouvent pas là où on pense. Par exemple, dans la qualité de la connexion Internet, ça pourrait être un enjeu. Donc, le patient est peut-être même pas au courant que ça va être compliqué, puis ça va l'être. Donc, il faut prévoir tous les scénarios possibles, mais surtout ne pas présumer d'avance. Alors, plutôt s'assurer qu'on a en place tout ce qu'il faut pour que tout le monde ait un accès équivalent. Oui, c'est des super bons points que vous rajoutez. Nous avons Suzanne Fontaine qui a la main levée. Donc, je ne sais pas si on pourrait activer son micro elle-même, puis elle pourrait poser sa question. Oui, bonjour. Moi, vous m'entendez bien? Oui, on t'entend bien. D'accord. Je suis au GMFU de Gatineau. Ma question concerne le consentement parce qu'on va être visité par Agrément Canada, puis les normes en télémédecine demandent, en tout cas, ce qu'on nous dit, c'est que ça prend une signature pour le consentement du patient. Mais quand le patient est en téléconsultation, c'est assez difficile. Fait que j'aimerais savoir de quelle façon, j'ai vu là, le consentement qu'on demande à la personne et tout ça, mais quand on veut une signature, là, moi, je tente différentes façons. On imagine un courriel que le patient pourrait prendre une photo, mais s'il n'y a pas d'imprimante pour imprimer son consentement, c'est vraiment compliqué. Fait que j'aimerais vous entendre là-dessus. Ben, moi, je peux répondre d'un point de vue médical. Fait que j'ai posé la question à la CPM quelques fois pendant l'évolution de la pandémie. C'est certain que la réponse, puis j'ai eu encore une réponse la semaine passée, c'est que le consentement verbal peut être suffisant, surtout dans le contexte de la pandémie, c'était suffisant. C'est sûr qu'à un moment donné, les patients, ils vont venir en personne. T'sais, en ce moment, nous, à la clinique Ursul, 80-90% des visites médicales se font en présentiel. Il y a un moment donné, le patient va venir à notre clinique. Puis c'est à ce moment-là, si vous avez l'opportunité peut-être de lui faire signer un consentement qui maintenant inclut l'offre de service de la téléconsultation, mais là, vous pouvez le garder consigné à votre dossier.
Ça, c'est pour la signature. Mais comme j'ai mentionné dans la présentation, un consentement signé, c'est pas suffisant. N'importe quel type de consentement que le patient va en salle d'op pour une procédure, pour une chirurgie, on fait pas juste signer un consentement. On doit avoir une discussion. Puis cette discussion-là doit avoir lieu à chaque fois que vous avez une visite. Puis ça, c'est une discussion verbale. Puis vous devez le documenter à votre dossier que vous avez eu cette discussion-là à chaque fois. Nous, on a comme un template, mais que moi, je personnalise pour vraiment personnaliser la discussion que j'ai eue avec le patient au moment donné, puis inclure sa localisation au moment de la visite. OK. Et j'ai une autre question. Je vais un petit peu plus loin. On a des cours de groupe nutritionnistes, infirmières, cliniciennes pour des patients, par exemple, nouvellement diabétiques. Là, tu sais, il y a comme une approche de groupe qui est faite. On faisait ça en salle, mais avec la pandémie, on s'est tourné vers la téléconsultation. Donc, on utilise la plateforme Teams. Là, ils sont comme dans une salle d'attente, puis là, on les fait entrer. Est-ce que le consentement, on va le faire signer à un moment donné quand il passe à la clinique, mais des fois, peut-être pas avant le cours de groupe. Fait que c'est encore une fois, je me questionne. Je me permettrais un commentaire ici. Je n'ai pas la réponse, mais je ne sais pas si vous êtes en contact avec votre CCT, le Centre de coordination de la télésanté, mais vous pourriez les consulter pour avoir un avis là, sur les meilleures façons de procéder dans votre contexte. OK. Merci. Merci beaucoup. Merci pour la question, puis merci aussi pour avoir apporté certaines précisions. On aurait le temps peut-être pour une dernière question. Ça serait, vous avez parlé des avantages, des inconvénients d'utiliser le téléphone ou d'autres outils comme par exemple Zoom ou Teams, qu'on pourrait plus voir la personne dans son milieu en vidéo. Ça serait quoi les raisons de consultation qu'on favoriserait l'utilisation du téléphone ou les raisons de consultation qui favoriseraient l'utilisation plus d'une téléconsultation par vidéo? Mylène, toujours. Vous me donnez la parole, OK. Ben, c'est ça. C'est pas. Moi, je pense le message clé là, à la fin, c'était la flexibilité. Je pense qu'on doit aussi. Le jugement revient aux professionnels de la santé. Nous, en général, tous nos patients ont un lien qui est automatiquement leur est attribué au moment de la rendez-vous. Nous, c'est pas la plateforme Teams. Nous, c'est à l'intérieur de notre DME, on a une plateforme de consultation. Lorsque des fois c'est pas possible, puis je pense des fois à notre clientèle de patients vulnérables d'un point de vue social qui n'ont pas accès nécessairement des fois à une vidéo, ils n'ont pas le data pour le faire. Ben moi je pense que c'est triste pour ces personnes-là qui auraient besoin d'une visite en virtuel de leur nier ça. Si au courant de la visite on s'aperçoit que le téléphone fait très bien l'affaire parce qu'on a une relation thérapeutique de bien établie, puis la condition qui est présentée se porte là à la consultation virtuelle. Fait que moi, je pense pas que certaines conditions doivent absolument être par vidéo, certaines absolument par téléphone. Je pense que ça doit être flexible. Puis, je pense que le médecin ou le clinicien doit faire usage de son jugement pour décider quelle est la meilleure solution, centrée sur les habiletés du patient, puis pour lui permettre l'accès au même titre que n'importe quelle autre personne qui pourrait avoir accès aux soins virtuels. C'est exactement ça que je rajouterais. C'est vraiment une question de ratio risque-bénéfice. La valeur ajoutée de la vidéo, considérant ce que ça ajoute comme charge, là, on a vu, il y avait des délais de Marie-Thérèse de voir les diapos. Tu sais, clairement, il y avait un enjeu de bande passante. Si ça nuit à la communication d'avoir le vidéo, peut-être qu'on va préférer seulement le téléphone, puis on va y arriver. Mais donc, clairement, c'est une décision locale et adaptée à chaque situation spécifique. Oui, c'est ça. Dans le fond, il faut rester très flexible dans notre mode de prestation de service, là, je pense. Là. On aurait temps peut-être finir pour une dernière petite question, peut-être répondre rapidement aussi si vous êtes capable. Ça serait, on a beaucoup de résidents aussi dans le public, puis ils se demandaient au niveau de la formation des résidents avec la téléconsultation, est-ce que vous pensez que ça pourrait changer leur formation? Comment ça pourrait, qu'est-ce que ça l'impliquerait aussi pour les résidents? Oui. Je peux répondre. C'est ça. C'est sûr que, comme je l'ai mentionné dans notre module, ça a été une crainte parce qu'on est très conscient que pendant la pandémie, le fait que tout le monde était dans des endroits différents, le résident, le patient, le superviseur, on était tous dans des endroits différents, ça augmentait les risques. Donc, c'est important de penser à ça. Mais pour nos apprenants aussi, ce qui nous ont inquiétés pendant la formation, que
tous étaient en virtuel au début, c'est qu'il n'y avait plus l'exposition à l'examen clinique puis aux pathologies qu'on peut voir ou palper auprès de nos patients. Fait qu'aujourd'hui, comme je l'ai mentionné, on est rendu, je pense que nos résidents font 90 à 95% en présentiel, mais pour nous, c'est important de continuer à maintenir les visites en virtuel avec les résidents parce que c'est une habilité, les rôles CADMED face à la téléconsultation sont là. Il faut les pratiquer, il faut les développer. Nos apprenants ont besoin de maîtriser la téléconsultation au même titre que les patrons ici, là. Oui. Puis je pense que un des mots de la fin aussi chez nos résidents, c'est qu'il faut vraiment apprendre à ne pas banaliser. Parce que je t'entendais, Mylène, tantôt dire qu'à chaque fois, il faut reprendre le consentement, il faut reprendre l'identité et tout ça. Ça, c'est vraiment une charge. Puis avec le temps, on pourrait se dire, bof, on laisse tomber. Mais je pense que du point de vue médico-légal, ça va être extrêmement important d'apprendre que oui, malheureusement, c'est des étapes qu'on ne peut pas, qu'en téléconsultation, on ne peut pas sauter. Oui. Ils doivent apprendre les responsabilités médico-légales. On doit s'assurer que le patient est au Québec. Tu sais, on ne peut pas faire des consultations avec un patient qui est en voyage en Italie, par exemple. Tu sais, fait qu'il y a plein de petites choses que c'est pas des choses qui sont explicites. Tu sais, pendant qu'on fait des visites en présentiel, on est tous dans le même bureau au Québec, mais là, avec la téléconsultation, on peut être aux quatre coins du monde, puis c'est pas acceptable. Fait qu'il y a plein de petites choses. C'est important de les exposer à tous ces risques-là pendant leur formation. Bien, merci beaucoup pour votre présentation. On va devoir mettre fin parce que les publics aussi a d'autres obligations à 1 heure, je le crois. Donc, juste pour un mot de fin, vous pouvez assister à notre prochain webinaire qui aura lieu le 28 janvier 2022 qui se porte sur le balado comme outil d'éducation médicale, ce qui en dit la recherche. Donc, n'hésitez pas non plus, tous nos webinaires vont être disponibles sur notre YouTube de Réseau en Québec ou aussi sur notre site Internet et n'hésitez pas à nous écrire si vous avez des recommandations, des questions ou des idées. Fait que sur ça, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée et merci encore à nos présentatrices pour ce merveilleux webinaire qui fut fort intéressant. Merci. Merci. Au revoir.